Donc, vous avez le titre, là-haut. Bon, je ne vous dis pas où c'est plus long, hein, tout le monde sait que c'est très loin, là-bas, dans la ceinture de Kuiper. Et Pluton a été survolé une fois, le 14 juillet 2015, donc jour de la fête nationale de la France, je pense que c'est un peu par hasard. Et tout ce que je vais vous raconter, sauf peut-être les 3-4 diapos introductives du début, a été obtenu par la sonde New Horizons, qui a survolé en quelques heures la face éclairée de Pluton. Alors, Pluton, comme chacun sait, a été découvert en 1930. Son principal satellite, Charon, en 1978. Vous avez ici les tailles respectives de la Terre, de la Lune, de Pluton et de Charon, donc ce n'est pas très gros. Alors, depuis la Terre, on est arrivé à mesurer la taille de Pluton, la taille de Charon. Je vous montre les meilleures images qu'on avait de Pluton avant la mission New Horizons. Le géologue, quand il voit ça, il peut être aussi précis que le programme d'un homme politique pour résoudre l'inflation et le chômage, n'importe quoi. Ce qu'on savait quand même, c'était sa période de rotation. Il tourne sur lui-même en 6,4 jours, pour simplifier. Sa période de révolution, il faut 248 ans pour qu'il fasse un tour autour du Soleil. Son orbite est très excentrique. Sur la Terre, l'excentricité, c'est 0,016%. Sur Pluton, c'est 0,25%. Et l'axe de rotation de Pluton est très incliné sur le plan de l'orbite de Pluton. Sur la Terre, l'axe de rotation est incliné de 23 degrés à peu près. Et il oscille entre 22 et 25, avec une période de 40 000 ans, pour simplifier. L'axe de rotation de Pluton oscille entre 103 et 127, avec une période de 2,8 millions d'années. On connaît la masse de Pluton par des méthodes astronomiques de base, on connaît le volume, donc avec une division, on connaît la masse volumique, 1800 kg par mètre cube. La glace, pour simplifier, c'est 1, les cailloux, pour simplifier, c'est 3, entre 3 et 4. Donc cette densité, cette masse volumique faible, indique qu'il y a une forte proportion de glace, alors glace avec un S, parce que ce n'est pas forcément de la glace d'H2O, ça peut être de la glace de méthane, de la glace d'azote, ou que sais-je encore. Et c'est normal, tous les corps solides du système solaire externe sont riches en glace. Pluton ne fait pas exception. Les conditions de surface, c'est pas très hospitalier. En ce moment, il fait à peu près moins 230 degrés, 40 K. La pression atmosphérique, ça oscille entre 0,6 et 2,4 pascal. Sur la Terre, c'est 2 10 puissance 5, c'est 1 10 puissance 5 pascal. Donc, à peu près, la pression de Pluton, pour simplifier, c'est 5000 fois plus faible que la pression terrestre. Cette atmosphère, c'est essentiellement de l'azote, comme sur Terre, mais avec un soupçon de méthane, du monoxyde de carbone en trace. Alors, le système Pluton-Charon est assez particulier et un peu unique dans le système solaire. C'est parce que Pluton et Charon ont des tailles pas très différentes, et chacun tourne autour du centre de gravité commun. La Lune ne tourne pas autour de la Terre. La Lune tourne autour du centre de gravité commun Terre-Lune. La Terre ne tourne pas autour du Soleil. Elle tourne autour du centre de gravité commun Terre-Soleil. Centre de gravité commun Terre-Lune, vu le rapport des masses, il est dans la Terre. Mais le centre de gravité commun Pluton-Charon est en dehors de Pluton. Alors plus près de Pluton que de Charon, vu le rapport des masses. Mais vous avez Pluton qui tourne comme ça, autour d'un centre virtuel qui est quelque part par là. Pluton, c'est comme la Lune. Pluton et Charon, c'est comme la Lune par rapport à la Terre. La Lune montre toujours la même face à la Terre. Pluton montre toujours la même face à Charon, et Charon montre toujours la même face à la Lune, à Pluton. Bref, c'est comme s'il y avait une tige, c'est comme une altère avec une grosse boule, une petite boule. Chacun tourne autour du centre de gravité commun, mais les deux tournent ensemble et chacun montre la même face. La moitié des habitants de Pluton ne savent pas qu'ils ont un satellite qui s'appelle Charon. Idem pour les habitants de Charon. Alors, avec tout ça, on peut estimer quelle peut être la structure interne possible, probable de Pluton, en particulier vu la densité, si la planète est différenciée, c'est-à-dire si tout ce qui est lourd
les silicates et les noyaux sont au milieu, et tout ce qui est léger, on va dire les glaces et l'eau, sont en surface. Donc vous avez, pour un rayon d'à peu près 1200 km de rayon, vous avez à peu près 900 km de silicate et ou de fer, et à peu près 300 km d'H2O. Si la planète est différenciée, et on a bonne raison de penser qu'elle l'est. Sur ces 300 km d'H2O, toute la question, c'est cette H2O est-elle entièrement solide? Elle est en surface, ça c'est évident, on la voit. Mais est-ce qu'elle l'est jusqu'au bout, en bas? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de liquide au milieu? Donc il y aurait un océan liquide, comme vous avez vu dans la conférence où je n'étais pas parce que j'étais autre part, sur Europe, sur Encelade et tout ça. Donc il est tout à fait possible, mais absolument pas sûr qu'il y ait une couche de liquide. Là, les auteurs du dessin ont dessiné une espèce de chose bizarre, qu'on verra pourquoi ils ont dessiné ça tout à l'heure. Alors, Pluton a été exploré une seule fois par une sonde qui est partie en janvier 2006 depuis la Terre, qui est passée vite fait à côté de Jupiter, février 2007, donc il est allé vite, hein, en un an. C'est l'objet le plus rapide jamais lancé, l'objet matériel, hein, je ne parle pas des particules, lancé par l'humanité. On n'a jamais fait mieux que ça pour l'instant. Il est passé donc au bout d'un an à côté de Jupiter, il a été dévié et accéléré, et il est passé à côté de Pluton en juillet, le 14 juillet 2015. Il a fallu quand même 9 ans pour y aller. Il est passé, il continue toujours, et il se trouve que le 1er janvier 2019, il est passé à côté d'un petit objet de Kuiper, qui s'appelait à l'époque 2014 MU69, on dirait le numéro d'immatriculation d'une voiture du Rhône, 69, et maintenant on l'appelle Arrokoth. Alors voilà une des meilleures mosaïques globales qu'on a de Pluton. Alors Pluton, comme je dis, on est passé très vite. Il y avait la moitié qui était éclairée par le Soleil, l'autre moitié qui était dans la nuit. On serait passé 3 jours et demi plus tard, 3 jours et demi terrestres plus tard, c'était l'autre moitié qui était éclairée et la moitié qu'on voit qui était dans la nuit. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est en gros raconté avec cette moitié de Pluton qui était éclairée quand on est passé. Donc le reste, je ne peux pas vous dire. Quand vous prenez la Lune, les deux côtés ne sont pas pareils. Donc là, on tire, toutes les conclusions que je vais vous tirer, c'est d'une moitié de Pluton. Elles seront évidemment complètement remises en question si un jour qu'on repasse et qu'on s'aperçoit que l'autre moitié, ce n'est pas pareil. Mais enfin, comme on dit à Clermont-Ferrand, on fait ce qu'on, patrie de Michelin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors quand on regarde ça, on voit plein de cratères de météorites sur la majorité de Pluton. Et puis on voit une zone ici, qu'on a appelée Sputnik Planum. C'est la zone qui paraissait blanche avec l'extraordinaire résolution du télescope spatial. Et ce Sputnik Planum, il n'y a pas de cratère vu à cette échelle-là. Donc ça c'est jeune, ça c'est vieux. On va voir tout à l'heure ce que veut dire jeune et vieux. Alors sur Pluton, comme sur toutes les planètes, on a fait un système de coordonnées. Alors, il n'y a pas de problème, il y a un pôle nord, il y a un équateur, ça c'est, je veux dire, astronomique. Puis il y a des méridiens. Les méridiens, c'est parfaitement conventionnel. Le méridien 0 sur la Terre, c'est le méridien qui passe par la principale puissance maritime de l'époque où on a décidé qu'on fallait faire des méridiens unifiés. C'était les Anglais, et c'est pour ça que c'est Greenwich. Ça aurait été les Papous qui auraient dominé le monde à l'époque. Le méridien 0 serait le méridien de Port Moresby, qui est la capitale de la Papouasie, comme chacun sait. Donc ça, c'est le méridien 0. Mais alors, quand vous avez des corps synchronisés, par exemple la Lune synchronisée par rapport à la Terre, par convention ou par définition, on appelle 0, là il n'est pas arbitraire, c'est le centre de la face qui est dirigé vers l'autre corps. Méridien 0 sur la Lune, c'est le centre de la face visible. Et le méridien 180, c'est le centre de la face cachée. Ben, il se trouve que Charon, il est par là, et le méridien 0, c'est celui qui est au milieu de la face dirigée vers Charon. Et le méridien 180, il est exactement opposé, évidemment. Et chose étrange, vous avez ces structures toutes jeunes, toutes bizarres, que les dessinateurs ici ont dessinées comme une espèce de trou. Le méridien, qui est au centre de la face, on va dire anti-charonienne, passe par cette zone Sputnik Planum. C'est certainement pas un hasard. Enfin, probablement pas un hasard. En effet, si on regarde, là vous avez Charon, là vous avez Pluton, ils sont
associés comme s'ils étaient reliés par une tige, eh bien, tout le système tourne autour d'un centre de gravité qui n'est pas au pôle nord, ni de l'un ni de l'autre, mais entre les deux. Ce Sputnik Planitia, ou Planum, vous avez la possibilité, correspond à l'axe de moment d'inertie minimum du système. Pour passer simplement, ça veut dire que ce truc-là correspond à un excès de masse. Sur la Lune, il y a des excès de masse, on appelle ça des mascons, mass concentration. Et donc, à moins d'un hasard miraculeux, ça, c'est un mascon, un excès de masse. Et donc, ça s'est mis spontanément, c'est plutôt la planète qui a basculé d'une façon ou d'une autre, pour que cet excès de masse se trouve au centre de la face anti-charonienne. Donc, comme ça. Là, j'ai marqué les masses. Pluton, c'est 10 puissance 22 kg, mais ça, c'est pas très grave. Bon. Alors maintenant, si on regarde la topographie de ce qu'on connaît, cette Sputnik Planitia, qui est un excès de masse, d'après la physique, on va dire, newtonienne, se trouve être un trou. Il fait 2000 à 3000 mètres plus bas que l'altitude moyenne du secteur. Donc c'est une dépression presque équatoriale, juste au milieu de la face anti-charonienne. Et quand on voit un trou plus ou moins rond sur une planète, on se dit que ça doit être, sans aucune preuve, un très ancien et très important bassin d'impact, comme la mer Imbrium sur la Lune, comme le bassin Hellas sur Mars, le bassin Caloris sur Mercure. Alors là, tout de suite, ça vous pose un problème. J'ai dit que c'était un excès de masse. Enfin, Newton et ses équations disent que c'est un excès de masse. Donc une anomalie de masse positive. Et c'est un trou. Jusqu'à preuve du contraire, les trous, c'est pas très lourd. Donc comment faire qu'un trou soit lourd? Alors vous avez deux solutions non incompatibles. Première solution, c'est que pour supposer que ce trou est partiellement rempli, pas complètement, si c'était complètement rempli, ça ne serait plus un trou, mais partiellement rempli d'une substance qui est dense. Deuxième solution, s'il y a un océan d'eau liquide, et puis qu'ici la partie solide est plus mince, je néglige tout ce qui est équilibré, isostatique et tout ça, s'il y a moins de glace et plus d'eau liquide, tout le monde sait que l'eau liquide, c'est plus dense que la glace, donc moins de glace et plus d'eau liquide, ça fait plus dense, donc plus de masse. Donc vous avez deux solutions, soit il y a de l'eau liquide plus épais là-dessous et de l'eau solide moins épais, soit dans le trou, il y a une substance dense. Et parmi les substances denses candidates, il y a la glace d'azote. Il y a de l'azote sur le coin. La glace d'azote est plus dense que la glace d'eau. Donc s'il y a une bonne couche de glace d'azote là, ça peut marcher. Donc vous faites une proportion de l'un ou de l'autre. Là, il faudra peut-être une nouvelle mission pour faire des nouvelles mesures pour trancher. Alors avant de faire de la géologie, on va faire un petit peu d'atmosphère. La sonde New Horizons, son orbite est passée exprès derrière Pluton par rapport au Soleil ou à la Terre. Donc pour la sonde New Horizons, on était en éclipse, on voyait Pluton. Et là, ce que vous voyez, c'est l'atmosphère de Pluton, éclairée par le Soleil, et vous avez la lumière diffusée. Alors elle est bleutée, cette lumière diffusée, ce qui permet aux spécialistes des suspensions, des aérosols, d'avoir des tas de renseignements sur la composition et la nature des poussières dans l'atmosphère. La sonde émettait des signaux, radio par exemple, qui étaient captés depuis la Terre. Alors quand j'étais derrière Pluton, on n'entendait rien, mais quand j'étais par là, la Terre entendait les sons, par exemple, et puis elle les entendait plus. La façon dont c'était atténué, les images radio, permettait d'avoir des profils de densité atmosphérique et tout ça, qui permettait de remonter à la température, à la pression. De même, si on visait une étoile et que l'étoile passait derrière Pluton, l'étoile, avant de passer derrière Pluton, traversait l'atmosphère, et on pouvait avoir donc des données qui permettaient de reconstituer l'atmosphère. Et voici le résultat. La pression est très faible, 1 pascal, comme ça. Et là, vous avez le profil de température. Au niveau du sol, il fait à peu près 40 K. Un peu plus haut ou plus bas, vous avez un peu comme la Terre, une thermosphère, une stratosphère, mais ce n'est pas de la géologie solide, c'est de la géologie gazeuse.
Et il y a des spécialistes qui pourraient vous raconter ça remarquablement bien. Alors là, je ne résiste pas à la tentation de faire un petit panorama, enfin, de vous montrer un petit panorama de la NASA pour vous montrer voilà, un zoom sur Pluton et l'atmosphère. Là, vous avez Sputnik Planitia. Et l'atmosphère est très structurée avec des bandes, des couches. Hein, c'est joli. On peut regarder une autre fois si vous voulez, c'est joli. Alors comment on fait là? Voilà. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissaient ces photos. C'est quand même assez remarquable de voir ça. Alors, maintenant, on va s'occuper du sol, parce que l'atmosphère, hein, c'est ténu, c'est vase. Avec les études spectrales faites par la sonde qui passait, si on regarde en infrarouge, Pluton est éclairé par le Soleil, et les différentes substances de la surface Pluton absorbent certaines radiations et en renvoient d'autres. Enfin, renvoient celles qu'elles n'absorbent pas. Et en regardant ce qui est renvoyé, on peut avoir une idée de la composition du solide. Et là, donc là, vous avez des exemples de raies spectrales dans différents endroits. Vous avez la carte de la répartition de la surface, des composants de la surface. Là où c'est bien bleu, c'est qu'il y a surtout de la glace d'eau. Par exemple, Sputnik Planetium n'a pas de glace d'eau. Là où c'est bien violet, c'est qu'il y a de la glace de méthane. Sputnik Planitia a plein de glace de méthane. Là, c'est la glace d'azote. Sputnik Planetium a plein de glace d'azote. Donc, il y a un mélange au moins de glace d'azote et de glace de méthane. Mais il y en a ailleurs. Et là, c'est le monoxyde de carbone. Pour simplifier, il y en a sur Sputnik Planitia. Donc, Sputnik Planitia, c'est méthane, azote, monoxyde de carbone. Et puis, là où c'est bleu, c'est surtout de l'eau. Et puis, là, par exemple, ici, il y a eau et méthane. Donc, vous avez un peu tout ça. Alors, les gens qui font de l'atmosphère, en particulier François Forget, qui est déjà venu ici plusieurs fois, on peut faire des simulations. Par exemple, vous recouvrez tout Pluton. Vous supposez que la surface de Pluton, c'est que de la glace d'eau. Et vous recouvrez cette glace d'eau d'un mélange, glace d'azote, glace de méthane et glace de monoxyde de carbone. Il y en a partout. Là, vous avez Sputnik Planitia. Vous attendez un an plutonien, c'est-à-dire 248 ans. La glace de CH4, la glace d'azote et de CO se sublime. Donc là, il en reste, mais là, il n'en reste plus. Il ne reste plus que de la glace d'azote. Vous attendez 16 ans, c'est-à-dire 4000 ans terrestres. Il n'y a plus que là où il reste de la glace azote, CH4, NO2. Sinon, il n'y a plus que de l'azote. De l'azote, excusez-moi, du méthane, c'est marqué là. Vous attendez 40 ans. Il ne reste plus que du méthane, sauf là où il y a encore les 3. Vous attendez 200 ans, ça fait quand même 50 000 ans terrestres, hein, c'est depuis qu'on... Hein, et là, même la glace de méthane se sublime et apparaît la glace d'eau. Ailleurs, elle est recouverte. Donc, c'est des simulations. On verra dans 50 000 ans si c'est vrai. Mais on va considérer que les équations sont bonnes et c'est des simulations. Donc, vous voyez, des échanges, de la sublimation et tout ça. Alors, si on regarde la surface, voilà la moitié de la surface qu'on connaît à haute résolution. Le reste, on l'a vu 3-4 jours avant d'arriver, mais c'était très loin, c'est tout flou. On peut regarder le nombre de cratères qu'il y a et les compter. Ici, il y a beaucoup de cratères d'impact, donc Toulouse région. Et là, dans Sputnik Planum, il n'y en a pas. Donc ça, c'est des terrains qui sont vieux. Et ça, c'est des terrains qui sont jeunes. Puis il y a des terrains ici qui sont intermédiaires, parce qu'il y a un nombre intermédiaire de cratères d'impact. Alors attention, il y en a moins quand on s'approche du nord, mais ça, c'est l'effet de la projection Mercator. C'est un artefact de dessin, on va dire. Si on regarde en détail la région de Sputnik Planitia, si vous faites des simulations raisonnables des bombardements d'un truc comme Pluton par les objets de Kuiper qui tournent tout dans le coin, vous apercevez que Toulouse région doit avoir 4 milliards d'années. C'est l'âge à peu près de la surface des continents lunaires. Ici, on va dire que ça a 3 milliards d'années. C'est l'âge des mers lunaires. Ici, c'est 1 milliard d'années. C'est l'âge de l'hémisphère nord de Mars, on va dire. Et puis là, il n'y a pas de cratère, c'est zéro. C'est tout jeune. Ça date d'hier, au sens géologique. Mais ce n'est pas vieux du tout. Donc, il faudra expliquer pourquoi ici, il n'y a pas de cratère et pourquoi ici, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, on va regarder la géologie. On devrait peut-être dire l'adésologie. Géo, c'est la terre en grec. Logos, c'est le discours, la connaissance. Là, Hadès en grec, c'est Pluton. L'adésologie de la surface.
Ce qu'on voit en surface, qu'on va voir, c'est un peu affecté par des mouvements internes et beaucoup affecté par de la dynamique externe, on va dire de la climatologie. Alors voilà un détail d'un coin de Pluton. Vous voyez plein de cratères, donc c'est vieux. Certains d'entre vous auraient pu dire « Oh, ben c'est la Lune ». Grosse différence, c'est qu'il y a des failles. Il y en a une là, il y en a plein de failles. Et ces failles recoupent les cratères. On va voir mieux ici. Ah non, on va voir mieux ici. Vous avez des cratères, vous avez des failles, et les failles recoupent les cratères. Là, vous avez un gros cratère, vous avez une faille qui traverse. Là, vous avez des failles qui traversent les cratères. Donc, ça veut dire que la surface est vieille, mais que les failles qui recoupent ces cratères sont jeunes. Et vous ne voyez pas beaucoup de cratères qui recoupent les failles. Là, par exemple, ce cratère, il est recoupé par la faille, mais il n'y a pas un cratère qui est posé sur la faille sans être affecté lui-même. Donc, on a des failles jeunes qui recoupent une surface très vieille. Alors, ces failles, c'est ce qu'on appelle des failles normales en français. Voici ce que c'est qu'une faille normale, enfin deux en l'occurrence. Vous avez une couche, là, par exemple, il y a un doublé de couche, il est là, vous le retrouvez là, et vous le retrouvez là. C'est-à-dire que là, vous avez une cassure, et entre les deux, c'est descendu. Mettons, si ce personne fait 1,50 m, c'est à peu près descendu d'1 mètre, 1,50 m. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai dessiné ici. Et vous voyez, quand je fais ça, j'ai écarté à droite et à gauche de cette dimension-là. Quand on fait des failles comme ça avec le bloc central qui descend, globalement, c'est la conséquence verticale, le bloc central qui descend, d'une élongation. Je tire comme ça laisse de la place, et évidemment, le bloc descend. Et les failles qu'on voit sur Pluton, ce sont des failles normales, donc qui indiquent une extension. Donc on a vu. Si je regarde de près, c'est une faille bordière, un fond plat, une faille bordière. Je me trompe, voilà. Une faille bordière, un fond plat, une faille... Alors là, ça devait continuer plus haut, mais il y a de l'érosion, je ne sais pas comment ça se faisait à l'époque quand c'est arrivé en surface. Ces failles se sont faites à peu près il y a 30 millions d'années, donc vous pensez bien que l'érosion a enlevé tout ce qui se passe par-dessus. Donc vous avez un cratère, le cratère Elliott, là vous avez un grand fossé avec un fond plat, des failles, là vous avez d'autres cratères. Il y a de l'extension jeune qui recoupe une surface vieille. Alors il y a plein d'autres endroits, là où il y a un grand fossé, pareil, il est là, qui s'appelle Sleipnir fossé, mais c'est d'une étoile à 6 branches, vous avez 6 fossés, là, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très joli. Et là, c'est un traitement coloré spécial, quand c'est rouge, c'est qu'il y a une dominante de glace d'eau dans le spectre. Quand c'est pas rouge, c'est qu'il y a plutôt une dominante de glace de méthane. Donc il y a des fossés, avec des parois, donc quand on met à nu une paroi, là, là ils disent que ça fait combien de kilomètres 2000 et demi, ça fait 3-4 km de profondeur, hein, c'est quand même un profond fossé. Quand on met comme ça, on met de la glace d'eau. Alors, toutes ces failles, il y a des gens qui se sont amusés à les carter. Il y a une carte, dans la demi-Pluton qu'on connaît, évidemment. Et vous voyez que ces failles ne sont pas disposées n'importe comment par rapport à Sputnik Planitia, qui peut-être est un ancien cratère d'impact. Il y en a beaucoup qui sont radiales. Il y en a quelques-unes qui sont tangentielles. Alors les fractures radiales, c'est facile. Vous avez déjà peut-être lancé un caillou sur une vitre. Ça fait des fractures en étoiles. Donc s'il y a 4 milliards d'années, vous avez fait un cratère, vous avez fait dans la croûte des fractures qui sont peut-être radiales. Il y a 4 milliards d'années, c'est très vieux ça. Mais si après il y a des mouvements tectoniques, eh ben, s'il y a des fractures, c'est elles qui vont rejouer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une entorse. Vous guérissez votre entorse, puis vous retordez la cheville. C'est là où vous vous êtes fait l'entorse que ça va répéter. Parce que quand c'est pré-cassé, pré-fracturé, pré-abîmé, pré-fragilisé, c'est là que ça recasse. Donc les fractures sont peut-être dues à l'impact. Et puis ça, n'oubliez pas que c'est une anomalie de masse positive. L'impact n'est pas tombé exprès, juste au milieu de la face anti-charron. Elle est tombée je ne sais pas où. Et ensuite, comme c'était une anomalie positive, ça fait basculer soit toute la planète, soit la surface de la planète si ça peut coulisser de l'eau. Et si vous faites basculer toute une planète, comme elle n'est pas tout à fait ronde,
elle est étirée par les marées, elle a une forme de ballon de rugby. Le grand axe étant dirigé vers Charon. Elle va passer dans des endroits qui sont de plus en plus courbés. Ça va faire changer le rayon de courbure, ça va faire des cassures. Et ça explique bien également d'autres types de géométrie. Il y a des gens qui ont fait des modèles, et probablement que toutes ces fractures ont été initiées par l'impact et par la réorientation de la planète il y a longtemps. Et ensuite, il y a une l'extension qui les a fait rejouer il n'y a pas longtemps et qui a fait les failles normales. Alors ça pose un problème majeur. Beaucoup de structures en extension, visibles. Pas de structure en compression. Le géologue, il sait reconnaître les structures en compression. Je ne peux pas vous en montrer, il n'y en a pas sur cette moitié. Donc, Mars, Pluton, a gonflé. C'est la seule évidence. Comment faire gonfler Pluton? Ben, c'est facile. Imaginez que vous ayez 300 km d'eau, une partie solide et une partie liquide. Vous refroidissez parce qu'il fait froid. Donc il y a une partie de l'eau qui va geler. Quand l'eau gèle, elle devient de la glace. Et la glace, ça prend plus de volume que l'eau liquide. Donc si vous faites geler, ça c'est le front de gel qui part et qui s'enfonce, si vous faites geler l'eau liquide de Pluton, s'il y en a, ça va faire une augmentation de volume et on verra des failles en extension à la surface. Mais, alors à basse pression, je vais dire, quand l'eau gèle, tout le monde le sait, ça augmente de volume. Mais normalement, c'est une exception, vous prenez 99,9% des corps, quand ils gèlent, ils diminuent de volume. Le fer solide, ça ne flotte pas sur du fer liquide, ça coule. Il y a guère, l'alcool solide ne flotte pas sur l'alcool liquide. Il y a guère que l'eau et quelques autres corps qui font ça. Et là, je vais vous le montrer que si on comprime de l'eau très fort, eh bien, non seulement on va la faire geler à la température ambiante, mais ça sera une glace normale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il sera à un volume plus faible. Alors, pour faire geler de l'eau en la comprimant, c'est entre guillemets facile. Vous prenez des diamants, aussi 2 diamants, une plaque métallique avec un petit trou, mettez une goutte d'eau dans le petit trou, et vous comprimez ça en rabaissant les 2 diamants l'un vers l'autre. On prend des diamants parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc c'est avec ça qu'on peut pousser le plus fort sans que ça casse. D'autre part, le diamant, c'est transparent. Donc on regarde au microscope. Évidemment, on regarde au microscope, c'est pas très gros, les diamants. Et on va voir ce qui se passe. Alors voilà à quoi ça ressemble une cellule enclume de diamant. Là, vous avez les diamants. Là, vous avez mes doigts qui donnent l'échelle. On va mettre une plaque métallique là, une goutte d'eau, et on comprime. Ah, c'est quelque chose qui est tombé, là, c'est mon... Ça marche? Oui, ça marche. Donc là, vous avez vu par la tranche, la plaque métallique dans laquelle il y aura un petit trou, et les 2 diamants qui vont écraser l'eau. Et si on regarde de haut en bas ou de bas en haut, au microscope, à travers les diamants, on verra ce qui se passe. Bon, là, je passe. Non, je ne passe pas, finalement. Si je prends de l'eau, à 295 degrés, Celsius, oui, Kelvin, donc c'est à peu près à 25 degrés Celsius, c'est la température normale l'été dans un laboratoire de Lyon. Si vous comprimez, au bout d'un temps, ça va faire de la glace, premièrement, bien que vous soyez toujours à 25 degrés, et cette glace sera plus dense que l'eau. Alors, ouais, non, c'est pas là. Donc, je vous montre. On regarde au microscope, à travers les diamants. Là, vous avez de l'eau liquide, là de la glace. Je comprime, ça gèle. Ça, c'est un cristal de glace. Je décomprime, le cristal de glace fond. Tout ça, c'est de l'eau liquide, de la glace. Je recomprime, ça regèle. Et ça me fait un beau cristal de glace, un bel octaèdre. Je décomprime, ça fond. Pour le cas où vous n'auriez pas encore compris, je comprime, ça gèle. Je décomprime, ça fond. Donc vous avez compris. Et cette glace mystérieuse, eh bien, elle est plus dense que l'eau liquide. Alors c'est une autre expérience. On a fait plein de petits glaçons de haute pression qui seront collés au diamant parce qu'on a bien serré, et on va écarter les diamants. Donc les morceaux de glace qui étaient collés au diamant, qui ne peuvent pas bouger parce qu'ils étaient coincés, vont pouvoir être libres. C'est de la glace. Si vous faites ça avec de la glace normale,
qu'est-ce que font les glaçons quand ils sont libres? Ben, ils montent. Là, les glaçons diminuent parce qu'on décomprime et ça décolle. Les glaçons diminuent, ils se décollent de la paroi et ben, ils tombent. Parce que c'est de la glace qui est plus dense, plus lourde que l'eau liquide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des glaçons qui coulaient. Ben maintenant, vous aurez déjà vu des glaçons qui coulent. Alors, non, c'est pas là, c'est là. Donc, reprenons mon histoire. Vous avez Pluton, vous avez 300 km d'eau, ça gèle, et cette glace particulière qui est plus dense, ça se fait à partir d'une certaine pression, qui, vu la gravité, j'ai dû le mettre quelque part, je ne sais pas où, vu la gravité de Pluton, si ça gèle plus profond que 260 km, vous faites de la glace dense, qui diminue de volume. Si vous gelez plus haut que 260 km, la pression n'est pas assez forte, vous faites de la glace peu dense. Or, si vous faites de la glace dense, ça se contracte puisque vous diminuez de volume. Et vous verriez des structures en compression, qui seraient plus jeunes que les structures en extension. Et là, vous ne voyez pas de structure en compression. Donc, c'est que vous n'avez pas fait de glace tellement peu que ça ne compte pas de haute pression. Ça veut dire que le front de congélation n'a pas dépassé 260 km de profondeur. Il est peut-être à 100, 150, 200, 250, mais pas 261. Donc, s'il y a 300 km d'eau, il y a moins que 260 km de glace, donc plus que 40 km d'océan liquide. Donc, vous voyez qu'en regardant des failles, un géologue peut vous estimer l'épaisseur minimale de l'océan Pluton liquide. Alors, toute la question, c'est dans cet océan, y a-t-il des poissons que j'ai mis rouge ici? Ça, c'est un autre problème, mais il pourrait y en avoir parce que l'eau touche les silicates. Il y a eu une conférence sur les... Quand l'eau touche les silicates, c'est très bon pour qu'il y ait de la vie. Même si on est en dehors de la fenêtre d'habitabilité, s'il y a une planète naine qui est en dehors de la fenêtre d'habitabilité, c'est bien Pluton, il pourrait y avoir de la vie sur Pluton en dehors de la fenêtre d'habitabilité. La notion de fenêtre d'habitabilité est à mettre à la poubelle si vous ne précisez pas avec un adjectif zone d'habitabilité, fenêtre d'habitabilité superficielle, en surface. En profondeur, la notion de fenêtre d'habitabilité n'a aucun sens. En surface, elle garde toute sa signification. Alors maintenant, on va voir quelques paysages plutoniens. Alors vous avez des zooms, c'est très joli, vous avez une montagne. Les montagnes font 3500 mètres d'altitude, hein, c'est quand même des belles montagnes. Là, on va voir, il y a un trou là, qui est très bizarre. Wright Mons, vu de haut. Est-ce que c'est un volcan? N'oubliez pas que toutes ces montagnes, en gros, c'est de la glace d'eau, hein, ce n'est pas des cailloux. Mais la glace à moins 250, c'est plus dur qu'un granit. Le même en vue oblique. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, vous avez des failles, peut-être des volcans. Maintenant, on va surtout voir la morphologie externe. Enfin, la morphologie de la dynamique externe. Grosso modo, c'est ce qui est météorologie, glaciologie, érosion et tout ça. Alors, par exemple, là, vous avez une chaîne de montagnes. Ben, au sommet de la chaîne de montagnes, il y a du blanc. Puis là, il y a du marron foncé. Marron foncé qui a plein de matière organique et tout ça. Mais le blanc, c'est de la glace de méthane. Spectralement, hein, tout ce qui est blanc, qui est violet dans cette composition colorée, c'est parce que c'est de la glace de méthane. Alors, est-ce que c'est de la neige qui est tombée sur une haute montagne? Ou est-ce qu'il y avait de la neige partout, neige de méthane? Et puis que là, c'est les dernières neiges parce qu'il y a un réchauffement climatique annuel, hein, c'est saisonnier. Donc l'été arrive. Si l'été arrive, ben, la neige fond. Il n'en reste que sur le sommet des montagnes. Je ne vous dirai pas, mais phénomène météorologique, il y a de la neige qui peut fondre ou au contraire tomber. On va voir Spoutnik Planum ou Planitia. C'est plat, pas de cratère, c'est 2 à 3 000 mètres plus bas que les environs, et c'est surtout fait de glace d'azote avec un petit peu de monoxyde de carbone. Alors, regardez, en vue très oblique, on a l'impression, par rapport à là, c'est là, vous êtes 3 000 mètres plus haut que là, on a l'impression que, on ne voit pas bien le relief, mais que ce qui était là a glissé vers la plaine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire du canal de Panama. Ferdinand de Lesseps voulait faire
un canal à niveau, sans écluse, comme à Suez. Alors, comme il y a des montagnes, c'est des grandes tranchées dans les montagnes. Le problème, c'est qu'il pleut, c'est humide, c'est tout mou là-bas. Ces grandes tranchées, les parois de ces grandes tranchées glissaient vers le bas. Ça faisait ce qu'on appelait des failles panaméennes, le nom est resté dans l'usage. Et c'est pour ça que la compagnie de Panama fait faillite et qu'il y a eu le scandale de Panama, un des scandales financiers, mais à l'époque on en parlait. Maintenant qu'il y a des scandales financiers, on n'en parle plus. Donc, ça pourrait être ça. Regardez vu de haut comme c'est beau. Regardez ça. Et là, il y a encore vraiment l'impression d'une côte, hein, parce que c'est archi plat, avec des structures bizarres dont on parlera, mais vu de loin, c'est plat. Et vous avez une limite très nette entre des montagnes qui auraient tendance à glisser vers le bas, et puis le bas, qui est bien plat. On va de l'autre côté, le Sputnik Planetium, donc le côté est. Et vous avez, ça c'est tout plat, là vous avez des espèces de machins bizarres qui dépassent, qui forment des lignes, voire des anneaux. C'est étonnant, hein? Et puis là, vous avez une limite très nette entre le plat et le pas plat. Le plat, je rappelle, c'est de la glace d'azote. Le pas plat ici ou le pas plat là, c'est de la glace d'eau. Regardez ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, ah, hier, il y a quelqu'un qui a joué de vinette. Hein. Ça pourrait être une photo de Thomas Pesquet, ça. À quoi ça vous fait penser? C'est quoi ça? Regardez en détail, là. Vous pensez quoi, ça? Vous connaissez les Bouches de Kotor? Ça, c'est la mer Adriatique. La mer Adriatique, ça, c'est le Monténégro. Regardez, un golfe très tarabiscoté avec la mer qui rentre dedans. Là, je me suis amusé à mettre Pluton et les Bouches de Kotor à la même taille. Enfin, j'ai fait en sorte que les lacs aient la même taille, hein, ce n'est pas la même échelle. Donc, on a l'impression d'une côte basse, avec dedans soit un liquide, soit un fluide, de la glace très molle, qui envahit une montagne, et quand la topographie de la montagne est ce qu'elle est, ben, ça fait des golfes aux formes tarabiscotées. Et là, vous avez des îles de cailloux qui dépassent de montagnes. Là, vous avez des îles de glace qui dépassent de la plaine plate. Alors, cette plaine plate sur la Terre, ça peut être de l'eau, c'est le cas des Bouches de Kotor. Là, c'est la plaine plate sur Pluton. Mais ça peut être de la glace. Quand vous avez des glaciers, c'est suffisamment plat pour mouler le pied des montagnes. Et quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas savoir, on sait hein, que ça, c'est pas liquide, mais en toute rigueur, ça pourrait être soit du liquide, comme à Kotor, soit de la glace qui s'étale, parce que la glace terrestre, ça s'étale. Ça, c'était l'Est, on a vu l'Ouest, on a vu l'Est, on va voir le Nord. Regardez ça. On va zoomer. Vous avez l'impression de voir des choses qui coulent vers le haut de l'image. Regardez, hein. L'impression que ça flue vers le haut. En vue oblique, là, ça flue par là. Je ne sais pas si vous voyez. Pour que vous voyez mieux, j'ai cherché l'équivalent terrestre. C'est des glaciers qui fluent et qui entourent une montagne, c'est au Groenland. Ça ressemble, hein? Alors les Américains l'ont tout de suite vu, c'est tout de suite paru sur Wikipédia, et même Wikipédia en français. Donc ça c'est une image Wikipédia en français. Sputnik Planum, et là vous avez des coulées de glace qui vont du bas de l'image vers le haut de l'image, comme des glaciers terrestres, qui là ils vont du haut de l'image vers le bas de l'image. Donc il y aurait des glaciers qui coulent de la plaine, c'est étonnant, en direction de la montagne. C'est étonnant. En général, les glaciers, ça descend, ça ne monte pas. Alors, il y a d'autres endroits où il y a des glaciers. On revient vers l'est. Vous avez, sortant de par là, des glaciers. Sortant de par là, il y a plein de glaciers. Regardez, tout ça. Et ces glaciers transportent, on va dire, des blocs de moraine. Vous avez déjà vu un glacier? Ça, c'est de la montagne. Ça, c'est de la glace. Le glacier, eh bien, s'il y a un gros éboulement, il y a un bout de montagne qui tombe sur le glacier l'emmène. Ça fait des moraines. Eh bien, ça, c'est comme des moraines arrachées par les glaciers à la montagne. C'est des moraines de glace. Et les glaciers, c'est de la glace d'azote. Vous avez donc des glaciers d'azote qui descendent en coulant sur des montagnes de glace. Et quand il y a des éboulements, choses comme ça, le glacier transporte les blocs de glace comme ça.
Alors il y en a d'autres. Hein. Là, c'est la carte de tous les glaciers qui sortent de la côte Est. Il y en a plein. Je vais regarder comme il est beau. Et tout ça, c'est des blocs de moraine transportés par les glaciers. Alors là, c'est peut-être le glacier qui ressemble le plus à un glacier terrestre. Regardez ça. On dirait un paysage au Groenland ou en Antarctique. Glacier d'azote sur montagne de glace, d'eau. Alors, un glacier, c'est normal, ça suit la topographie, ça descend. Ben là, ça va, parce que ici, si vous regardez au nord, le pied des montagnes, c'est là que c'est le plus bas. Donc les glaciers, ils se rapprochent de la montagne, mais en descendant, parce qu'il se trouve que le pied de la montagne, c'est ce qu'il y a de plus profond. On verra pourquoi tout à l'heure. Là, les glaciers, bêtement, ils vont de la montagne à la plaine, ça c'est parfaitement normal. Donc on peut se demander ici pourquoi le nord de Sputnik Planitia est un creux. Vous voyez, le bleu est plus foncé ici que là, parce que c'est un creux. Pourquoi est-ce que c'est un creux? Ben là encore, on fait de la simulation. En particulier François Forget, qui est venu ici il y a quelques temps. Si vous faites des modèles météorologiques, vu la topographie, la pression, la température, les variations de l'obliquité et tout ça, vous apercevez qu'en un cycle de variation d'obliquité, ce qui correspondrait sur Terre à 40 000 ans, et sur Pluton en 2,8 millions d'années, là, la glace d'azote se sublime, et il peut en partir 1 km d'épaisseur, en 2 millions et quelques d'années. Elle se sublime là pour aller se déposer là. Donc vous videz beaucoup là, un tout petit peu là, vous videz par sublimation, ça s'évapore, et ça revient ici, quand vous avez la topographie, les latitudes, les méridiens. Il y a donc un mouvement de transfert d'eau, principalement de là-haut vers là. Donc c'est pour ça que le nord de Sputnik Planitia est un point bas. Là, vous enlevez, et tout ça, ça retombe aussi bien ici que sur les montagnes avoisinantes. Donc, zone d'ablation, zone d'accumulation. Les glaciers vont de là à là, c'est normal, vous avez creusé là. Et là, ils vont de là à là, c'est normal, parce que les montagnes sont quand même plus hautes que la mer. Donc, tout va bien. Alors, on va faire quelques zooms spéciaux. On va regarder par là. Là, vous avez Sputnik Planitia, on va regarder par là. Regardez cette structure étrange. Alors, des fois, vous appelez cette structure en peau de serpent ou en lame. Hop. Alors là, vous avez la topographie, c'est des montagnes, et il y a peut-être entre le haut et le bas d'une lame, peut-être 100 ou 200 mètres. Hein. C'est des belles lames quand même, 100 ou 200 mètres de haut. Et là, pareil, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, vous pouvez imaginer tout ça, c'est un martien géant qui est venu ici, qui n'était pas content et qui a gratté. Mais sur Terre, on connaît des structures comme ça, en beaucoup plus petits, ce qu'on appelle des pénitents. Alors ça, c'est des petits pénitents. Ça, c'est des plus gros pénitents. Et les pénitents sur Terre, ça se fait quand de la glace, à basse pression, il faut être pour simplifier au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Donc à 5000 mètres d'altitude, la pression est déjà 2 fois plus faible qu'au niveau de la mer. Avec un rayonnement, le fond de l'air est frais, mais il y a quand même un rayonnement solaire. Et bien, quand on fait ça, la glace se sublime. Et la sublimation irrégulière, là également, il faudrait un spécialiste. Au lieu que le niveau de glace baisse bêtement, ça baisse en faisant des trucs comme ça, des lames ou des aiguilles, qu'on appelle des pénitents. Ça ressemble à une procession de pénitents espagnols à Séville le jour de Pâques, vous savez, quand ils marchent. Est-ce que c'est le même phénomène sur Pluton? Tout le monde, les gens de la NASA en particulier, ont pensé à ça. Alors, chose très étrange, toujours, on revient à Sputnik Planitium, et l'endroit Sputnik Planitium est parfait de milliers de petits trous qui forment, n'est-ce pas, des chapelets. Regardez ça. C'est extraordinaire de voir ça. Eh bien ça, c'est interprété un peu à défaut d'autre chose, parce que sur Terre, j'en connais pas trop des comme ça, mais bon, comme des figures de sublimation, alors, pas dans la même glace. Les pénitents, c'est de la glace d'eau, de la glace de méthane, d'après les spécialistes. Ça serait plutôt dans des figures de sublimation dans la glace d'azote. On connaît des figures de sublimation en forme de petits trous sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Ouais, tous ces petits trous là, c'est des figures de sublimation interprétées comme telles sur Churyumov-Gerasimenko. Et ça serait la même chose sur Pluton. Alors, regardez ça. C'est super détail. Hein. Les puits font 200 à 1000 mètres de diamètre. C'est étonnant.
Et encore plus étrange que ces puits, quand on regarde la morphologie, c'est ça. Regardez ça. Vous ne pouvez pas penser à des vallées. Il y a du liquide qui a coulé là, on dirait un réseau hydrographique. Il y a eu de l'érosion par un liquide, alors qu'il fait moins de 140 degrés. Qu'est-ce qui peut être liquide à moins de 140 degrés? À part l'hydrogène et l'hélium, rien. Comment est-ce possible? Alors, ce qui est le moins difficile pour avoir du liquide, vu les conditions de pression et de température, c'est l'azote. Mais il faudrait qu'il fasse au moins 15 degrés de plus et au moins 5000 fois plus de pression. Donc, il faudrait que j'augmente la température de 15 degrés et la pression d'un facteur 5000. Ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, je vois des choses avec deux vallées, des confluents. On pourrait croire que c'est des réseaux hydrographiques sur Mars. Première indication, il y a eu du liquide sur Pluton. Deuxième indication qu'il y a eu du liquide sur Pluton, on va voir là, c'est les bords des squelettes par les méfailles panaméennes. Regardez ça. On va aller voir là. C'est là. On se rapproche, vu de haut. Les Américains ont appelé ça le frozen pond, le lac gelé. On dirait comme un lac gelé, mais avec le niveau du lac qui baisse, comme beaucoup des lacs actuels vu la sécheresse, avec des plages qui sont perchées parce que le niveau du lac baisse. Pour qu'on comprenne bien, j'ai pris un lac tibétain. Il y a des terrasses dues au retrait du lac. C'est exactement ce qu'on a là. Un lac gelé dont le niveau a baissé. C'est la deuxième fois qu'on voit du liquide, entre guillemets, sur Pluton. Comment faire du liquide sur Pluton? Je dis, le moins absurde, c'est l'azote liquide. Pour que l'azote soit liquide, il faut que la température soit supérieure à 63 degrés et que la pression, pour simplifier, soit supérieure à 10 puissance 4 pascal. Elle est de 10 puissance 1 pascal. De 10 puissance 0 pascal, 1 pascal. Donc, il faut augmenter la pression et la température. Eh bien, ça se fait grâce, entre guillemets, aux histoires de saisons loufoques sur Pluton. Pluton a son axe incliné de 103 degrés jusqu'à 127 degrés. Et quand vous avez Pluton dans cette situation-là, eh bien, vous voyez que pendant la moitié de l'année, toute cet hémisphère-là, c'est le jour permanent. C'est la nuit, le jour polaire, alors que de l'autre côté, évidemment, c'est la nuit polaire, pendant la moitié de l'année, c'est-à-dire 124 ans. 124 ans de soleil de minuit. Ça peut chauffer. Là, il fait froid, et si vous faites la moyenne, ça chauffe plus d'un côté que ça refroidit de l'autre, et ça fait monter la température. Climat extrême. Là, c'est comme aujourd'hui, et puis dans 600 000 ans, vous aurez des climats modérés. Alors, ça a des conséquences amusantes. Alors là, ce n'est pas très intéressant pour ce qu'on dit, mais vous connaissez les tropiques et le cercle polaire. Le cercle polaire, on peut dire, au nord du cercle polaire, au nord ou au sud, il y a le soleil de minuit, et il y a la nuit polaire. Au sud, il n'y a ni soleil de minuit, ni nuit polaire. Il y a le tropique. On peut dire que entre les deux tropiques, le soleil peut être à la verticale. Au-delà du tropique, le soleil n'est jamais à la verticale. Eh bien, sur Pluton, en fonction des basculements, il est tout à fait possible que le tropique aille plus au nord que le cercle polaire. C'est quand même extraordinaire. Donc ici, ça c'est la zone intertropicale. Et ça c'est la zone arctique, on va dire, au nord du cercle polaire. Vous avez les trois zones de la zone intertropicale qui est en zone polaire. Ce qui a comme conséquence amusante, c'est que quand l'inclinaison est minimale, il n'y a que cette zone-là de Pluton où il n'y a jamais de soleil de minuit, de nuit polaire. Donc, il fait chaud, très chaud, modérément chaud l'été. Il ne fait jamais très froid parce qu'il n'y a jamais de nuit polaire. Et ça arrive quand l'inclinaison est minimale. Or, il se trouve que cette zone-là, c'est une ceinture noire sur Pluton. C'est parce que c'est là, sans doute, que la sublimation est la plus forte et qu'il reste de la glace très sale à cause de matière organique et tout ça. Donc, alors, deuxième conclusion, vachement plus, c'est que si sur une année, ça c'est une année plutonienne, qui a fait 248 ans, vous calculez l'ensoleillement moyen, vous faites, ça chauffe,
vous donnez des propriétés raisonnables en faisant varier les paramètres orbitaux. S'il y a par exemple, si la pression monte, ça fait un effet de serre plus fort, etc. Et vous pouvez calculer, c'est des calculs, l'évolution de la pression au cours d'une année. Par exemple, si vous faites la pression au cours d'une année en ce moment, la pression va faire, suivant les modèles, quelque chose comme ça. Pour qu'on atteigne l'azote liquide, il faudrait qu'on tangente ou qu'on dépasse cette ligne. Actuellement, ce n'est pas possible. Par contre, il y a 900 000 ans, l'inclinaison était très faible. Ces simulations théoriques permettent, par le calcul, de montrer que, on va dire, quelques années terrestres, quelques mois pendant une année plutonienne, donc quelques mois de Pluton pendant 250 ans terrestres, vous voyez, mettons 10% de l'année plutonienne, eh bien, vous tangentez la zone où l'azote peut être liquide. Donc, on pourrait faire de l'azote liquide quelques mois plutoniens par an plutonien, quand, une fois tous les 2,5 milliards d'années, 2,5 millions d'années terrestres, l'inclinaison est minimale. Alors, vous allez dire, quand même, c'est bizarre ça, mais on peut aider. Le facteur limitant, c'est la pression. Là, je tangente avec ces modèles simples la haute pression. Mais imaginez que je mette un peu de glace par-dessus, de la glace d'azote. Si je mets 20 mètres de glace d'azote, et que ces 20 mètres de glace d'azote sont étanches, c'est-à-dire que ça ne communique pas par des vides, 20 mètres de glace d'azote, ça pèse, et ça augmente la pression. Et il suffit que, alors que je suis assez haut, que j'ai mes 15 degrés de plus, ça me permettra de fondre s'il le faut, si je mets 20 mètres de glace d'azote, avec les 15 degrés de plus, et que j'augmente la pression pour cause de variations climatiques régulières, je pourrais atteindre la température de liquéfaction et avoir de l'azote liquide qui coulerait non pas à la surface, mais qui coulerait sous quelques mètres ou dizaines de mètres de glace d'azote. Ça vous rappelle quelque chose, des rivières qui coulent sous quelques mètres ou dizaines de mètres, voire centaines, voire milliers de mètres de glace? Regardez l'Antarctique. Voici l'Antarctique. Ça, c'est la calotte polaire. Maintenant, on connaît bien. Sous les 2 à 3 000 mètres de glace polaire, il y a tout un réseau hydrographique creusé par des rivières. Il y a même des lacs, dont le célèbre lac Vostok, qui sont là-dessous. Et peut-être qu'avec les variations climatiques saisonnières, plus la présence d'une calotte polaire, elle n'a pas besoin de faire 2000 mètres d'épaisseur, hein, on pourrait avoir, à la base de cette glace, de l'azote liquide qui coule et qui fait des rivières. Le problème est ouvert, mais je vous ai donné 2 solutions non incompatibles pour expliquer ça. Et pour finir, ah ben ça va, j'ai encore le temps, un quart d'heure, c'est bon. Un plus, parce que j'ai commencé en retard. Un combiné de géodynamique interne et externe. Et là, c'est des travaux du laboratoire de Lyon. Je n'ai absolument pas contribué, mais on bavardait au café, etc. On va regarder ce coin-là. Voilà. Il y a on dirait des polygones, limités par des sillons qui sont doubles. Alors cette photo est une des premières photos arrivées, ou d'autres. C'était très frustrant, rappelez-vous 2015. L'antenne pour transmettre les photos et les données était très petite. Donc ce qu'a fait la sonde New Horizons, qu'elle n'était pas sur Pluton, en 5 heures, elle a acquis toutes les données. Elle les a mis en mémoire. Et ensuite, elle a mis quasiment 1 an à les transmettre au compte-gouttes, avec sa petite antenne. À peu près à la vitesse à laquelle vous pouviez avoir une image sur un Minitel au fin fond de la Haute-Loire. Vous savez, ça... Donc, alors quand c'était des films un peu porno, vous étiez frustré parce qu'il fallait longtemps pour voir arriver la Super Nana. Donc c'était à peu près la même vitesse. Donc ça a mis 1 an les images à arriver. Mais cette image-là, où des collègues, des voisines, sont arrivées tout de suite. Et on voyait ça, on me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et dès le 16 juillet, ça m'a fait penser à ça. Bon, les Américains y ont évidemment tout de suite pensé aussi. Mais à la surface, figée, d'un ancien lac de lave. Ce ancien lac de lave a une 30aine d'années, c'est Hawaï. Maintenant, il est solide. Mais vous avez cette surface comme ça. Et ce qu'on voit, c'est des espèces de machins. À la surface du lac de lave, c'est d'anciennes cellules de convection internes à un ancien lac de lave. Et avouez quand même que ça ressemble. Avec un problème d'échelle terrible, ça fait 20 km, ça fait 20 mètres. Mais, on peut dire, c'est une hypothèse raisonnable. Et les Américains y ont évidemment tout de suite pensé. Alors ça serait un lac d'azote
enfin d'azote, pleine d'azote gelé, mais assez molle, c'est de la glace assez molle, température inférieure à 230 degrés. Ça, ce serait le lac de lave quand il était rouge, à 1959. Et moi, c'est le lac de lave quand je l'ai photographié, c'était en 2007. Donc, il avait eu le temps de se refroidir. On peut marcher dessus, on ne se brûle plus les pieds. Un détail, alors ça, c'est une image du 30 octobre, donc quelques mois après. On voit des détails, ces doubles sillons. Alors là, sur Hawaï, il n'y a pas un double sillon, c'est étonnant. Et parfois, ces sillons sont pleins d'une substance noire, c'est étonnant aussi. Il faut attendre la prochaine arrivée de photos. Alors là, la NASA a publié le 4 février 2016 un résultat intéressant. Là, vous avez les glaciers nombreux qu'on a vus tout à l'heure. Là, vous avez les montagnes de glace. Là, vous avez les polygones peut-être de la convection. Et puis là, vous avez ce que j'ai appelé des blocs de moraine qui sont là, qui font des chaînes de collines ou des anneaux de collines, qui sont des moraines, blocs de glace transportés par les glaciers. Alors, voilà une image. Imaginez un iceberg de glace. C'est ça, un iceberg de glace. Bloc de moraine. Et ça, c'est de la glace d'azote. Bon, j'ai pris une image d'un iceberg sur l'océan, mais ça, c'est de la glace d'eau. Et ça, c'est de la glace d'azote. La glace d'eau, ça flotte sur l'eau liquide, mais ça flotte aussi sur la glace d'azote, parce que c'est moins dense. Là, si on applique les bons vieux principes d'Archimède, eh bien, on peut dire qu'il y a 1/8 qui dépasse, c'est 8/8 et 7/8 qui sont sous l'eau, dans la glace. Donc, c'est Blaise Pascal et Archimède, c'est de la physique très moderne. Avec ce qui dépasse, on peut calculer ce qui est enfoncé. Et s'il dépasse 500 mètres, enfoncé, il y en a 4600 mètres. Si vous pensez que ces blocs-là, c'est des blocs de moraine qui ont été transportés par les glaciers, s'ils ont été transportés, ce machin-là, jusque-là, c'est que ça ne frottait pas au fond, sinon ça aurait raclé, ça n'aurait pas bougé. Ça veut dire que l'épaisseur de glace d'azote molle, entre guillemets, était plus épaisse que ça, sinon ça aurait été coincé, ça n'aurait pas été déplacé. Ça veut dire qu'il y a au moins 4650 mètres, on va dire 5000 mètres, de glace d'azote, avec dedans dessus, des blocs de moraine faits de blocs de glace. Alors, interprétation de la NASA du 4 février 2016, que j'ai redessiné. C'est de la cellule de convection. Il y a du chaud qui monte, du froid qui descend. Du chaud qui monte, du froid qui descend, c'est une cellule de convection. Tout ça parce qu'il y a de la chaleur qui vient d'en bas. J'ai appelé ça flux thermique. En haut, c'est froid, évidemment, il fait 40 K. Si vous avez plus de 5 km de glace, ça peut bouger. Et les blocs de glace qui flottent dans la glace d'azote, tout ça c'est l'état solide, sont déportés, par exemple ici, ils sont concentrés sur les bords, là ça monte, et c'est concentré sur les bords, là où ça redescend. Et c'est pour ça que vous avez des chaînes et des anneaux. C'est une convection très bizarre. Et là, ça est dessiné de façon éminemment qualitative. Alors dans le Nature du 2 juin 2016, il y a des gens qui ont se dit, mais est-ce que c'est raisonnable, physiquement possible, qu'on ait de la convection comme ça dans un bloc d'azote gelé Alors c'est très difficile pour démontrer la convection. Parce qu'il y a plein d'inconnus. Autant qu'on connaît bien la température de la base, du sommet de la glace, on ne connaît pas la température de la base. Alors, ce qui favorise la convection, c'est un écart de température important. Les propriétés thermomécaniques des glaces d'azote, je vous dirais, ce n'est pas très connu. Il n'y a pas beaucoup de gens d'expérience qui mesurent la viscosité, et tout ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas connues. L'épaisseur de la couche d'azote, sauf si on fait ce raisonnement-là, n'est pas connue non plus. Mais il y a des gens qui ont fait des calculs. Je vous même montre une équation, c'est peut-être la seule équation que je montre. Eh bien, quand, avec ces travaux, on donne des valeurs raisonnables à tous les paramètres qu'on connaît, là, on voit qu'il peut y avoir de la convection dans une couche de quelques milliers de mètres, disons supérieure, ça dépend des valeurs retenues, mais supérieure à 1000 mètres, avec des hypothèses raisonnables, on peut faire convecter. Or, on voit des choses qui ressemblent à de la convection. C'est possible que ça convecte, physiquement parlant. Donc, on va dire, c'est bon, ça convecte. Avec un gros problème, c'est que pour que ça convecte, il faut quand même un delta T important, des variations de température entre le haut et le bas. Le haut, on connaît la température. Le bas, il faut quand même qu'il y ait pas mal de chaleur qui arrive du bas.
Et ça pose un problème qui est pas mal de chaleur qui arrive du bas. Et c'est là qu'intervient le laboratoire de sciences de la Terre de l'ENS de Lyon, j'y suis pour rien. Avant que le laboratoire intervienne, il a intervenu à cause de ça, entre autres. Le juin 2016, la NASA publie cette carte. C'est un traitement d'image compliqué qui montre l'irrégularité de la surface. Donc, quand c'est gris foncé, c'est que la surface est irrégulière. Quand c'est gris clair, c'est que la surface est régulière. En bon français, ça veut dire que quand c'est gris, c'est qu'il y a beaucoup de trous, vous savez, les petits puits de sublimation. Et quand c'est gris clair, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut être américain pour faire des calculs, parce que ça se voit. Prenez une photo, il y a beaucoup moins de puits, de trous au milieu des putatives cellules de convection que sur les bords. Mais si vous dites qu'il y a beaucoup moins de trous, ce n'est pas sérieux. Si vous faites un bon traitement d'image, c'est sérieux. Donc, on n'a peut-être pas besoin, mais là, ça quantifie les choses. Sinon, pour quantifier, il aurait fallu compter les trous. Et je pense que le traitement d'image quantifie sur une plus grande surface en moins de temps. Donc, c'est moins fastidieux. Mais sinon, au moins localement, on aurait pu le faire. Alors, ce qu'a fait l'école, enfin, deux chercheurs de l'école, à savoir Adrien Morrison et Stéphane Labrosse, et puis un autre, mais qui n'est pas à l'école, le gros problème, c'est l'écart de température entre le haut qu'on connaît et le bas qu'on ne connaît pas. Comment faire que cet écart de température soit important? Soit on réchauffe le bas, soit on refroidit le haut. Réchauffer le bas, pas facile. Refroidir le haut, c'est facile. Ça se sublime. Et puisque ça se sublime, la sublimation, c'est comme l'évaporation, ça absorbe de la chaleur. Donc, avec des calculs de sublimation, je vous ai simplement mis la page de garde, c'est publié le 15 décembre 2021, donc il y a 7 mois dans Nature. La sublimation en surface permet d'avoir un écart de température suffisant qui rend très probable, alors tout à l'heure c'était possible, là c'est très probable, la convection. Alors pour finir avec Pluton, avant qu'on passe à Charon, c'est pour la beauté du geste, hein, un petit survol de Pluton, ça n'amène rien, mais c'est joli. C'est un montage d'images américaines, c'est évidemment la NASA qui a fait ça, c'est pas moi. Et vous avez donc un monde assez extraordinaire quand même. Bon, il me reste 5 minutes pour faire Charon. Ça va. Alors, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que Pluton n'est pas seul et qu'il fait un couple avec Charon. Je vais aller très vite pour Charon. Alors, une vue globale de Charon. Alors, c'est bizarre, hein. Par exemple, regardez ici ce super canyon. Tout le monde parle, moi le premier, de Valles Marineris, le grand canyon de Mars. Il ne fait que 5 ou 6 000 mètres de profondeur. Petit, ridicule. Celui-là, il fait 7 000 à 9 000 mètres de profondeur. Celui-là en fait 10 000 mètres de profondeur. Là, vous avez une montagne bizarre. Donc, il y a vraiment des structures étonnantes sur Charon. Regardez, là c'est la meilleure photorésolution. Alors, le canyon profond, là, il a disparu. Celui-là, on le voit très bien. Valles Marineris, à côté, c'est un bébé. On a exagéré le contraste des couleurs. Ça veut dire que c'est toute une chimie des glaces complètement loufoque et extrêmement intéressante, parce que ce rougeâtre, c'est de la chimie de matière organique. Donc, il y a de l'organosynthèse à cause des rayons ultraviolets, des rayons cosmiques ou je ne sais pas quoi. Organosynthèse, ça ne veut pas dire vie, hein, ça veut dire molécule organique complexe. Voilà, regardez un détail de ce nord rouge. Alors, quand on regarde, pareil, il y a un Charon, on n'en connaît que la moitié, les cratères, il n'y a pas de zone sur Charon avec 0 cratère. N'oubliez pas, quand on va vers le nord, s'il y en a de moins en moins, c'est un effet de la projection Mercator. Là, il y en a beaucoup, là, il y en a un peu moins, mais il n'y a pas de glace hyper jeune à la surface de Charon. Alors, regardez un détail du Grand Canyon ici. 700 km de long, 9 km de profondeur. Alors, Charon, c'est le pays des canyons. Voici un grand canyon. Et des nombrils. Voici un nombril ici, on va voir. Voilà un détail de ce canyon. Ça fait des belles montagnes, hein. Le dénivelé, ça va de 0 à 11 km. C'est largement plus haut que l'Himalaya, ce machin-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des glissements de terrain. Regardez ici. Ici. Des glissements de terrain sur les flancs de ce canyon. Un martien reconnaîtrait la même chose. Il y a des glissements de terrain comme ça sur Valles Marineris. Valles Marineris, c'est du basalte. Ça, c'est de la glace.
Et là, vous avez Terminator, Kubrick-Mons, j'appelle ça la montagne en nombril. Vous voyez un nombril ici. Je ne sais pas trop ce que c'est. Des failles, il y aurait tout un truc à faire, mais il faut que je me dépêche. Et il est temps de conclure. Alors concluons. J'aime bien l'art. Voici un tableau d'un peintre, dont voici les dates de naissance, qui parle de Charon et de Pluton. Dans la mythologie, Pluton, c'était le dieu des enfers. Alors enfer, pour les Romains, ça ne veut pas dire là où on met les méchants. L'enfer, c'est là où on met les morts. Et dans l'enfer, il y avait deux parties. Là où on mettait les gentils et là où on mettait les méchants. Les gentils, c'était par là. Regardez, c'est beau, il y a de l'herbe. Les méchants, là, c'est là. Là où on mettait les méchants, vous savez comment ça s'appelait? Le tartare, comme les steaks. Et là où on mettait les gentils, vous savez comment ça s'appelait? Les Champs-Élysées. Pourquoi vous croyez qu'il y a plein de gens qui veulent habiter le palais de l'Élysée? Parce qu'ils s'imaginent qu'en y habitant, ils vont devenir gentils. Alors qu'ils devraient directement aller dans le tartare. Pas de politique. Et pour aller en enfer, qu'on soit gentil ou méchant, il fallait passer un fleuve qui s'appelait le Styx. Et c'était Charon, avec sa barque, qui passait le fleuve. Il fallait lui payer la pièce. Hein, il n'était pas salarié par Pluton. Il était salarié par ceux qui arrivaient en enfer. C'est pour ça que les Grecs, quand on les enterrait, je ne sais pas si on le faisait vraiment, mettaient une pièce d'argent, une pièce de monnaie dans la bouche pour que Charon le prenne. Et Charon, il amenait les morts en enfer. Et quand on arrivait en enfer, c'était la fin de l'histoire. C'était fini. On avait l'éternité devant soi, et c'est long. Ah, voilà, on arrive en enfer. Voici un tableau de Pluton. Regardez comme il a l'air méchant. Et regardez, ces chiens, c'est Cerbère, c'est son chien. Il a 3 têtes. Hein. Et là, vous avez Pluton qui n'a pas l'air sympathique, qui caresse ses chiens, enfin, ses 3 têtes de chien, Cerbère. Et quand, donc c'est pareil, c'est un tableau de la même époque. C'est l'époque, on va dire, d'Henri IV. Hein, 1609, c'est un an avant la mort l'assassinat d'Henri IV. Pour quand on arrivait en enfer, c'était la fin de l'histoire. Eh bien, avec New Horizons, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une nouvelle histoire qui a commencé. On connaît à peu près tout le système solaire, ceinture des astéroïdes, toutes les planètes majeures y sont passées. On a visité un certain nombre d'astéroïdes qu'on va supposer représentatifs des astéroïdes. Les seuls qu'on n'a pas visités, c'est les Troyens, qui sont co-orbitaux de Jupiter. Mais la sonde est déjà partie, et dans quelques années, on connaîtra, grosso modo, plus ou moins bien, mais tous les corps du système solaire. On va peaufiner, affiner, détailler, comprendre mieux, mais on n'aura pas la découverte, comme quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a découvert l'Amérique. Alors après, on a peaufiné l'Amérique. Eh bien, pour la ceinture de Kuiper, c'est pareil. Avec New Orient, on a, pour la première fois, atteint la ceinture de Kuiper. Et maintenant, c'est le nouveau monde, la nouvelle frontière. C'est la ceinture de Kuiper. On a vu la complexité de Pluton. C'est monstrueusement complexe. Il y a un corps qui a à peu près la même taille que Pluton dans la ceinture de Kuiper, Eris. Supposez qu'il est aussi compliqué, mais différent. Il y a plein de corps qui sont gros. Et maintenant, il faut explorer la ceinture de Kuiper. C'est la nouvelle frontière, la dernière frontière. Sinon, c'est au-delà du système solaire. Alors là, ça sera très, très, très loin. C'est notre Far West. C'est la ceinture de Kuiper. Explorons notre Far West. Merci de votre attention et avez-vous des questions ?